autres éléments sont aussi importants à prendre en compte pour choisir le jeu. Alors le premier point, c'est que le jeu choisi doit permettre à tous les élèves de participer et de jouer en même temps pour ne pas qu'on se retrouve avec des élèves sur le côté à attendre, etc. Car là, le temps de pratique va être très très réduit. Et voilà, en EPS, on essaie quand même vraiment de rechercher un temps de pratique optimal à chaque séance. Alors par exemple, si je pourrais vous citer le jeu du facteur. Le facteur n'est pas passé au cycle 1 où les enfants sont assis en ronde et un enfant qui va déposer un mouchoir dans le dos, après s'engage une course-poursuite. Alors ce jeu peut être intéressant, mais il n'est pas du tout adapté au cycle 1 puisque les enfants passent la grande majorité du temps assis. Il n'y a que 2 enfants qui jouent et les autres attendent. Donc on ne peut pas jouer un jeu comme ça entraîne vraiment des frustrations et dans une séance d'une demi-heure, chacun va jouer peut-être une fois ou 2 maximum et à chaque fois qu'il joue ça dure 10 secondes. On pourrait avoir l'exemple aussi du tennis en cycle 3, si on joue au tennis en cycle 3 et qu'on n'a pas trop d'installation et qu'on a un tiers de la classe qui joue pendant que les autres attendent, c'est pas possible du tout non plus. Alors on va déjà essayer de se pencher donc sur les conditions matérielles, le nombre d'élèves pour savoir si l'espace est suffisant, le matériel est suffisant pour que tout le monde puisse être actif en même temps. Alors ensuite on va essayer de proposer des jeux à effectifs réduits, notamment cycle 2 et cycle 3. Donc par exemple si on joue avec un ballon pour 20 élèves, là on est sûr que certains vont se démobiliser très rapidement et ne toucheront jamais la balle. Donc le jeu à effectif réduit va permettre de mobiliser davantage les élèves, de les motiver aussi, et ils vont être plus actifs et impliqués. Et plus ils vont jouer, plus aussi on peut espérer avoir des progrès. Dans ce cadre, il est vraiment important de faire très rapidement des terrains parallèles pour qu'on puisse avoir plusieurs équipes en même temps. Voilà, par exemple la balle aux prisonniers, on va peut-être pas jouer à 15 contre 15, sinon personne n'aura la balle, ou ce seront toujours les mêmes qui l'auront. Donc on peut faire 2 terrains, par exemple, 6 contre 6 et 7 contre 7, pour pouvoir équilibrer les choses et faire en sorte que les élèves touchent beaucoup plus le ballon. Alors, autre point, pour choisir le jeu, c'est proposer différents types de communication motrice. C'est-à-dire que les jeux doivent proposer différents types de relations à l'autre. Alors là, on connaît bien évidemment le rapport d'opposition, c'est-à-dire une équipe qui s'oppose à une autre équipe, c'est typiquement les sports collectifs que tout le monde connaît. Eh bien, on va chercher ici à sortir un petit peu de ces jeux symétriques, où tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs, on est vraiment opposés, de ces jeux symétriques à somme non nulle, c'est-à-dire que dès que je marque un point, c'est un point qui est perdu pour l'autre. Et donc on va proposer d'autres types de jeux, des jeux un contre tous, ce sont les jeux de loup, qu'on connaît très bien, des jeux chacun pour soi, des duels asymétriques où les rôles sont très différents, comme les gendarmes et les voleurs par exemple, des jeux paradoxaux aussi qui sont vraiment intéressants, comme poule renard vipère, la balle assise, les 4 coins. Dans ces jeux-là, en fait, il peut n'y avoir aucun gagnant, aucun perdant, c'est-à-dire que avant on s'arrêtait de jouer principalement quand il faisait nuit, et il n'y a pas de partenaire et d'adversaire prédéfinis, c'est-à-dire que ça va se structurer, changer au cours du jeu, et là il va y avoir une relation très riche à l'autre qui va pouvoir se développer. Enfin, dernier point, c'est anticiper les conséquences des règles que l'on va amener dans un jeu et que l'on va annoncer. Alors là je pense essentiellement aux jeux avec élimination, c'est-à-dire tous les jeux où l'on va chercher à attraper, les jeux de loup, les jeux de chat, etc. Il va falloir réfléchir à qu'est-ce que je fais des élèves quand ils se font attraper. Et il n'est pas question de les mettre sur le côté, ou de les faire s'asseoir, ou de les mettre en prison pendant un quart d'heure. Parce que à ce moment-là, on se rend compte que qui se fait attraper sont les joueurs bien souvent les moins rapides. Alors peut-être ce sont les plus rapides par surprise, mais majoritairement ce sont quand même les élèves qui ont plus besoin de jouer et d'apprendre qui vont se faire attraper. Donc si on les élimine du jeu, on les prive d'apprentissage quelque part. Donc il va vraiment falloir anticiper les règles du jeu, notamment des jeux traditionnels, puisque ce sont dans ces jeux-là où on peut trouver parfois l'élimination, et essayer de trouver des solutions pour que tous les élèves, et surtout les élèves qui en ont le plus besoin, puissent jouer et continuer à jouer. Alors on peut leur proposer un changement de rôle, on peut leur demander, ça peut être eux qui donnent le signal de départ une fois, puis après ils reviennent dans le jeu. Donc voilà, on va trouver des moyens pour pouvoir continuer à les impliquer et qu'ils reviennent très très rapidement, voire tout de suite dans le jeu. Alors autre exemple qui me vient, ce sont les enfants à la maternelle qui jouent au loup. Alors quand vous commencez à jouer au loup, ça peut être en moyenne section par exemple, alors certains enfants ont vraiment peur de se faire attraper par le loup. Quand ils se font attraper, ils ont tellement d'émotions que là si en plus on les sort du jeu et on les fait s'asseoir pour attendre, oh ben là tout est perdu là à ce moment-là. Et si l'enfant pleure et est complètement démobilisé, eh bien voilà,
c'est assez facile à comprendre. Donc dans ces cas-là, les premières parties qu'on joue, eh ben, je me fais attraper par le loup, mais c'est pas grave, tout va bien, et je continue immédiatement à jouer. Et je n'arrête pas le jeu à ce moment-là.